Trouver un emploi aujourd'hui est difficile, hein. Le marché étant très saturé, il faut être structuré dans sa recherche, il faut se connaître et connaître son marché. Il faut surtout avoir des techniques adéquates pour tirer le maximum de sa recherche de l'emploi. Alors, quelles sont ces techniques à avoir? Nous aurons la réponse avec notre invité qui s'est déjà bien installé. Bonsoir, Hospice.com. Bonsoir Solange et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Victor FM. Comment vous allez? Super, ça va, on ne peut pas aller mieux. Comment se porte Zircom Supply? Oui, Zircom Supply continue par aider les entrepreneurs et nous sommes en train de faire le bilan. 35 projets au jour d'aujourd'hui accompagnés en 2020, près de 300 jeunes accompagnés sur les techniques de recherche d'emploi et de développement de business. Donc, jeunes filles, mères, artisans, diplômés, jeunes en quête d'emploi. Et que sais-je encore? Ah oui. La liste est très longue. Elle est longue en effet. Voilà. Alors, je rappelle que M. Hospice.com, il est consultant en développement commercial. Il est également le directeur de l'école pratique des commerciaux. Il est en studio avec nous ce soir. C'est bien sûr pour parler de ce thème, les techniques de recherche d'emploi, la connaissance de soi et de son marché. Les techniques de recherche d'emploi, la connaissance de soi et de son marché. Alors, ma toute première question, pour monsieur Hospice ce soir, est la suivante. Quand on parle de technique, on parle forcément de stratégie à avoir pour rechercher de l'emploi. Alors, dites-nous, vous étant le directeur d'une grande école de commerciaux aujourd'hui qu'on ne peut plus présenter, hein, qui fait beaucoup de choses, vous venez de le dire. Alors, vos étudiants, est-ce qu'à la sortie, ils chôment, comme on dit, comme la plupart des jeunes diplômés ici, ou bien vous avez cette clé-là que vous donnez déjà à vos étudiants qui les permettent déjà de décrocher aussi facilement de l'emploi? Si oui, quelles sont ces techniques? Vous allez tout nous déballer ce soir. Merci beaucoup Solange. Question de taille, thématique assez extraordinaire qu'on va avoir le plaisir de partager. Alors, on va un peu se questionner sur d'abord le motif qui nous a amené à penser à une initiative d'une école pratique ça, commerciaux. Il faut le préciser. Voilà, alors que dans l'environnement des formations, cela n'existe pas encore. Donc, c'est dire le caractère innovant de cela. Et il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en année de prototypage, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on est en train de tester et nous sommes à la deuxième année. Pour vous parler de l'expérience de la première année, vous voyez, étant dans le domaine commercial, les entreprises demandent qu'on puisse leur trouver des opérationnels commerciaux de taille. Et très vite, on s'est rendu compte que les diplômés qui venaient donc des formations académiques ne répondaient pas aux exigences commerciales sur le terrain. Marché, ouais. Et donc, à un moment, comme nous-mêmes, on était déjà excellents dans le domaine, on s'est dit, bon, why not créer une école, une formation pratique. Et la formation, c'est 12 mois sur le terrain. Il faut avoir, à partir du bac, réussir à notre test d'entrée. Et 12 mois après, vous devenez commercial entrepreneur. Avec un emploi garanti si vous voulez travailler et un salaire minimum qui est fixé par l'école. Ou bien vous allez travailler comme nous autres auprès disons, pour servir les entrepreneurs. Parce qu'il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Et d'ailleurs, sur les 9 étudiants que nous avons eus sur la phase test de la première année en 2019, nous avons, un qu'on a remercié pour indiscipline parce que nous sommes très rigoureux. On veut construire des Africains qui sont bien bâtis, bien disciplinés. Et donc, on ne peut pas faire avec de la médiocrité. Voilà. Il nous en restait 8. Sur les 8, aujourd'hui, 3 sont en train de travailler, dont certains à Togo cellulaire. 5 sont devenus entrepreneurs. Déjà pour vous montrer quelle est la force, la puissance de cette formation pratique sur le terrain. Voilà. On a eu des bacheliers à 19 ans qui sont arrivés. Un an après, le monsieur, il travaille quelque part à Togocel. Imaginez la satisfaction, le bonheur de sa famille. On a 5 qui ont décidé de se mettre en entrepreneur parce qu'ils sont venus déjà à l'école, parce qu'ils avaient déjà des projets et ils ont eu dire que l'école pouvait les aider à développer des projets. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients de la problématique de l'emploi et qui recherchent une école qui peut justement les aider à développer plutôt des projets. Parce qu'on voit chaque année beaucoup d'écoles où forment des jeunes diplômés, des gens qui sortent avec des Master 2, la licence, mais qui trimballent un peu partout. Voilà, par rapport à ton développement, j'ai une question pour Hospice. Dites-nous, aujourd'hui on a déjà des écoles qui forment un Master et tout. Est-ce qu'à un certain moment, le fait d'initier cette école pratique des commerciaux
ne met pas en cause la formation qu'ils donnent dans leurs écoles? En fait, le débat, il est clair. Ce n'est plus un secret de polichinelle. La formation aujourd'hui est en crise pour plusieurs raisons. D'accord? Maintenant, vous allez voir quand vous regardez la carte des pays africains que c'est une problématique un peu qu'on peut traiter de géopolitique, c'est-à-dire que qui est transversale à tous les pays africains, sinon même au plan international. Maintenant, pour revenir au contexte africain, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vérités que les étudiants ne savent pas. C'est en fait ça qui les mène tout droit dans le mur. L'école a été toujours comme elle a été avec ses insuffisances, mais beaucoup d'autres personnes continuent par trouver une place au soleil. Ces personnes-là font la différence. Donc aujourd'hui, il est très important de comprendre que quand on est dans une situation de crise, quand on est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour se démarquer? Parce que c'est de la responsabilité des politiques ou des pouvoirs publics ou de l'État de trouver de l'emploi à tous ces citoyens. Oui, mais quand l'État ne le fait pas, on peut décrier cela. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'ils réagissent? Il faut se retrousser les manches et aller réagir. Donc oui, la formation académique qu'on a aujourd'hui est théorique. Et pour vous donner des statistiques, à l'école, on apprend en fait de l'information. Personne ne sort d'une école qu'on a aujourd'hui, BTS, licence, master. Qui détient facilement. Voilà, et qui part en entreprise pour travailler. Et qui peut être compétent en même temps. C'est pas possible. Mais le pourquoi il faut faire des stages, après les stages, l'emploi. Donc, je vais même mieux vous expliquer cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disons que ce que les jeunes ne savent pas, qu'ils les mettent tout dans le mur, qu'ils les mènent tout dans le mur, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, ce qu'ils ont à l'école est classé au rang de l'information. Et Einstein a dit que l'information, ce n'est que de l'information. Ce qui produit de l'action et des résultats, c'est l'expérience. Donc, si l'étudiant réalise que en payant de la scolarité dans un BTS ou bien en allant au campus, que ce qu'il a, c'est très bien parce que c'est l'école, mais que cela ne vaut que 25% dans son accomplissement personnel, professionnel et entrepreneurial, il va s'apprêter. Mais on lui fait croire que c'est 100% de réussite. Deuxième niveau, il faille encore qu'il comprenne que quand il finit l'école, il doit aller chercher ce qu'on appelle l'expérience qui vaut encore 25%. Et ça, c'est le stage. Exactement. Donc, un stage, une immersion quelque part. Et je vais vous parler tout à l'heure des stratégies pour trouver un emploi. Exactement. Et je vais parler de pas mal d'astuces. Après l'expérience, il faut aussi avoir ce qu'on appelle le savoir-être. L'attitude en entreprise, elle est importante parce que nous définissons une entreprise comme une organisation, d'accord, au sein de laquelle on mixte donc des moyens matériels et humains. Donc, il y a des attitudes à avoir. Pour pouvoir s'insérer. Et disons que la dernière catégorie, 25% encore dont l'étudiant il a besoin, c'est ce qu'on appelle la compétence. Vous n'êtes pas sans savoir que des gens sont à des postes depuis 10 ans. Après 10 ans, ils ne sont même pas capables de transmettre leur savoir-faire à quelqu'un. Ça voudrait dire qu'ils ont fait l'expérience, mais ils n'ont pas développé de la compétence. Donc, voici le 4e niveau. Donc, pour récapituler, l'école, quelle information? Ensuite, l'expérience. Ensuite, le savoir-être. Et enfin, la compétence. Voici les 4 branches ou les 4 maillons qui forment la chaîne de développement personnel, professionnel et entrepreneurial. Et beaucoup de jeunes ne le savent pas et tout le monde roule à 25%. Alors, ça suppose que quand on sort d'une école, on finit son master, on n'est pas encore compétent. Je vais vous surprendre. En réalité, aucun étudiant ne doit perdre son temps pour aller au master. C'est scandalisant, mais c'est une réalité. Et pourquoi? Si je veux aller plus loin. Très bien. En fait, c'est la mécompréhension même du processus professionnel qui est l'essentiel du problème. Parce que même certains enseignants dans les universités ne sont pas capables d'apporter cette lumière-là aux jeunes et c'est dangereux. Mais ce que vous dites, monsieur Hospice, si on met quelqu'un qui a son Master 2 en marketing aujourd'hui et quelqu'un qui a juste sa licence en marketing et management, ces deux personnes, quand on les met dans une entreprise, ils veulent postuler, on peut facilement prendre celui qui a le Master et laisser celui qui a la licence. On va revenir aux réalités de l'emploi. Vous avez un BTS, d'accord? À la base, le BTS a été créé pour apporter une solution rapide à l'insertion. Mais on se rend compte qu'on est encore dans la théorie des licences professionnelles. Ça, vous le savez. Donc, aujourd'hui, le BTS n'apporte aucune valeur ajoutée encore. C'est encore une autre arnaque entre guillemets. Et donc, le LMD est venu, c'est le système qui est venu en fait. Le système est bon en lui-même. Le fait que vous soyez équilibré sur toutes les branches, ça c'est bien. C'est encore mieux que les moyennes qui vont cacher certains tares. Maintenant, lorsqu'un étudiant finit une licence et qu'il ne va pas travailler pour expérimenter les premières notions qu'il a acquises pendant 3 ans avant de poursuivre. Et en réalité, je vous donne la stratégie. Faites une licence
arrêtez-vous, allez travailler et donnez-vous l'assurance. Travaillez pendant 2 ans au moins et investissez dans votre master avec ce qu'on appelle les revenus. Là, vous aurez touché du doigt les réalités du terrain. Et quand vous choisirez une filière de spécialisation en master, vous la choisissez en toute connaissance de cause. Et vous pouvez facilement exceller dedans. Quand j'ai lancé l'école, ma première formation en année pour la première année de prototypage, j'ai rencontré une fille qui était dans une école dont je vais taire le nom, une école privée, qui était en master, qui paye 900 000 francs l'année. Je lui ai dit, écoute, j'ai une formation que je lance, viens, c'est pour les diplômés comme toi, dans le commerce, et en 1 an, je te donne la capacitation, donc des aptitudes, et que après tu as l'emploi directement. Exactement. Et elle me dit, ben écoute, ce sont mes parents qui payent, ils vont pas être d'accord, parce que en fait, moi si je suis allé au master, c'est parce que depuis ma licence, ça fait 2 ans que je suis à la maison, et comme ils sont fatigués de me voir à la maison, ils ont décidé de payer pour le master. Je dis, bon, est-ce que vous avez le courage, mademoiselle, d'arrêter et de venir pour qu'en 1 an, je vous conditionne et que je vous trouve un emploi? Elle m'a dit que les parents ne vont pas accepter. Donc cela voudra dire que la question même de l'employabilité, le danger réside d'abord dans la famille. C'est là où il y a la pression. C'est là où il y a le premier défaut. Parce que nos parents sont passés par le même cheminement, avec les mêmes risques, les mêmes challenges. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'apporter de la lumière aux jeunes. Et tout le monde reste obnubilé parce qu'on a un peu de moyens. C'est-à-dire qu'on préfère encore faire confiance à l'école totalement. D'accord? En mettant de l'argent dedans, s'habiller dans de beaux costumes, sortir matin, midi et soir, aller à l'école et finir et commencer encore par rechercher des stages. Il faut reconnaître que ce sont les réalités qu'ils ont vécues dans l'ère où on n'avait pas accès à l'information comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a béni cette génération. L'information est à portée de tous. On connaît tout. Donc, on ne peut pas les en vouloir comme quoi ils sont incapables ou machin, mais ils ont vécu ce qui était à leur portée. Ou bien... Oui, je suis d'accord. Et vous devez suffisamment me connaître pour savoir que je ne suis pas un alarmiste pour rien, mais j'aime bien trouver des solutions aux problèmes que j'évoque. Regardez un peu. On ne peut pas parler aujourd'hui de la question d'emploi sans faire une analyse donc, que j'appelle le diagnostic socio-culturel et éducatif, même de l'environnement dans lequel l'éducation prend corps. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans une certaine, comme je dis, la famille n'aide pas beaucoup. Ce n'est pas un tort parce que la famille déjà paye pour ta scolarité. Donc en réalité, ce n'est pas tant la responsabilité de la famille, mais c'est aux jeunes d'être brillants. Mais le jeune ne se cultive pas. Le jeune passe son temps sur Internet sans aller chercher ce qui peut le construire. Vous voyez, le jeune pense que c'est l'État qui doit lui trouver certaines choses, même jusqu'à aujourd'hui. Autre chose, c'est-à-dire que le jeune va penser que ceux qui réussissent ont de la chance ou bien ils ont des familles qui ont mis des moyens qui poussent. Le jeune finit sa licence, son BTS. Je vous assure, je suis recruteur, je vous parle de ce que je sais. Vous recevez des CV, excusez-moi, c'est pitoyable. Et moi, une fois, je m'amusais en disant dans une de mes vidéos que moi, si j'ai créé une école, la première des choses que j'apprends à un étudiant dès la rentrée, c'est le CV. Parce qu'un parcours académique est, disons, valorisé par un CV. Ce n'est pas le diplôme tant, mais c'est le CV qui montre ce que vous avez appris. Donc, apprenez-leur déjà à écrire un CV pour maîtriser les éléments. Et si vous le faites, vous leur expliquerez en toute franchise qu'ils ont besoin d'abord de compétences et c'est pour cette compétence-là qu'ils vont être formés. Et comme ce n'est pas su, on fonctionne à partir de quoi? Le tableau de bord, il est à 0. Donc, on ne sait pas où on amène les jeunes. Alors, je pense que vous avez déjà commencé par toucher du doigt les techniques pour avoir un emploi qu'il faut, avoir l'emploi qu'il faut. Et vous avez parlé de CV. Le fameux CV. Aujourd'hui, dites-nous, monsieur Hospice, c'est quoi en fait l'importance d'un curriculum vitae? Bien, merci beaucoup. Alors, dans la recherche de l'emploi. Dans la recherche de l'emploi, le CV est l'essentiel du tout. Lorsqu'on lance une offre d'emploi, qu'elle soit sur le digital ou que vous devez postuler physiquement, vous devez envoyer votre CV. C'est le document primordial, c'est-à-dire qui rend compte de qui vous êtes. C'est-à-dire que votre parcours, qui trace voilà, votre parcours. On ne vous appelle pas pour vous interroger, on vous demande un CV. Voilà pourquoi les jeunes doivent investir dans leur CV. Je vais vous faire un petit calcul. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a un master qui vous présente un CV, vous regardez, vous riez. Et quand vous calculez ce qu'il a investi pour faire sa formation théorique de master dont il n'est pas conscient, vous allez vous rendre compte qu'il a dépensé peut-être entre 1,5 million et 2,5 million. Vous allez lui demander comment il a écrit son CV. Il va dire qu'il a donné ça à la secrétaire du quartier parce que lui-même, même après le master, il n'est pas capable de faire de l'informatique correctement au point de présenter un CV. Ceux qui le font se débrouillent bien, mais il y a des erreurs dedans. Vous allez peut-être le tenter et lui dire, bon, votre école vous a coûté
disons 1,5 million. Est-ce que vous pouvez me donner le 10% de ça pour que je vous fasse un bon branding dans un CV qui est l'élément, c'est-à-dire que le premier élément de visibilité de toute votre disons expérience académique, exactement, oui. Il va vous dire que non, parce qu'il n'a pas encore compris que le CV, c'est le premier élément. Parce que c'est après le CV qu'on va faire une sélection et on va vous inviter maintenant pour un entretien d'embauche. Ouais. Hospice, dites-moi, généralement, quand les jeunes veulent écrire des CV, ils vont sur Internet, il y a des modèles qu'ils choisissent. C'est-à-dire, ils vont sur certains sites et tout, et ils choisissent des modèles et puis ils claquent. Est-ce que ces CV qui sont sur Internet sont à remettre en cause? Très bien. Merci. Cette question que vous posez, elle est de taille. Aujourd'hui, il y a 2 dimensions dans l'apprentissage. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur YouTube, suivre un contenu de formation sur la vente. Mais si je vous prends dans une session où vous avez payé, ce que je vous dis, c'est différent et je vous pousse directement à l'action et au résultat. Sur Internet, on n'a que les généralités. Ce qui fait que ces documents-là, mais écoutez, on ne va pas mettre les choses de valeur à la place publique. Exactement. Deuxième niveau, on met juste des... Et puis les gens qui les mettent, vous savez, même Internet est à remettre en cause parce qu'il faut avoir le sens de l'analyse pour savoir quelle information est bonne pour moi. Il y a tellement une flopée d'informations quand vous tapez CV que l'étudiant même qui ne sait même pas c'est quoi un CV réellement, comment il peut s'orienter pour choisir le bon modèle. Ça vous dire que cet étudiant doit aller voir un consultant ou bien doit aller voir un GRH spécialiste de la question d'emploi pour se faire coacher. Le coaching à sa place. Arrêtons d'aller perdre du temps sur Internet pour rien. Il faut avoir des mentors, des personnes qui vous orientent. Oui, monsieur Hospice, dites-moi, qu'est-ce que le recruteur, par exemple, recherche en réalité sur un CV? Qu'est-ce qu'il recherche sur un CV? Très bien. Pour vous caricaturer un peu le CV, aujourd'hui, nous sommes à une ère d'intelligence, d'accord? Ouais. Première chose, je vais vous surprendre, mais le recruteur, quand il a votre nom, il peut le taper dans Google ou bien sur Facebook pour voir déjà de quoi vous avez l'air. C'est déjà un bon moyen pour éliminer. C'est pourquoi les gens doivent prendre au sérieux les comptes sociaux. Si vous y êtes, autant ajuster votre image. C'est pourquoi vous demandez à mes étudiants qui sont même dans cette salle-là, la première des choses, quand ils atterrissent dans notre formation, on va directement sur les réseaux sociaux pour ajuster leur image. Photo professionnelle, costard, on ajuste tout, les descriptions. Deuxième chose, un CV doit avoir une photo, une belle photo avec un beau sourire qui va conquérir le cœur du recruteur. Et c'est comme en marketing, l'emballage qui a un message qui est frappant, assez fort. Le côté esthétique. Esthétique, il est puissant. Donc, il faut d'abord montrer au recruteur que vous avez soigné le CV. C'est là où il tombe d'abord sous le charme. Il dit, cet enfant-là, il est sérieux. Voilà. On peut déjà garder ce CV, le temps de voir son contenu et sa pertinence par rapport à l'emploi. Donc, déjà, la présentation, elle est capitale. Vous avez la photo, vous avez votre identité. Et ensuite, vous devez présenter le titre de l'emploi. Vous avez des gens qui vont postuler à quelque chose de GRH. Il va mettre toujours secrétaire. On dit, on cherche un logicien. Vous avez votre titre, c'est secrétaire. Vous voyez, ça dit que c'est de l'amusement. Si vous pensez que vous avez des compétences qui vous permettent en tant que secrétaire de faire de la logistique ou bien autre chose, ou bien de la comptabilité, pour chaque emploi, vous devez changer le titre de votre CV en le titre que le recruteur a mis dans son offre d'emploi. Cela suppose que chaque CV est spécifique à l'offre. À une offre d'emploi et il faut l'étudier. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont sur Internet, ils voient votre offre d'emploi. Et moi, chaque mois, Dieu fait, je recrute pour les entreprises. C'est-à-dire que dès qu'il a vu le CV, il l'envoie directement par mail. C'est déjà le gars a ça dans son PC. Il suffit qu'il voit l'offre et puis il balance dans. Il ne lit même pas. Il ne fait même pas le mail avec un message de transmission. Exactement. Et donc, quand vous voyez ça, vous supprimez tout de suite parce que vous dites que ça commence déjà mal. Il n'est pas concentré. Et c'est des gens qui ont la licence, qui ont un master. Autre chose, c'est la compétence. Sur un CV, on ne vante pas encore ses expériences professionnelles. Bon, c'est vrai que ça dépend. Si vous êtes un étudiant qui sortait directement, vous pouvez avoir du mal à justifier de vos expériences. Mais un consultant, un stratège dans les ressources humaines peut vous aider à le faire. C'est pourquoi je dis que les jeunes doivent arrêter de surfer sur la médiocrité et aller vraiment vers les spécialistes pour se faire conseiller parce que l'école ne leur a pas donné cette information-là. Et comme je dis, moi, si je devais être le ministre de l'enseignement, je vous assure, il n'y a pas un seul étudiant qui sortira d'une formation sans être capable de rédiger son CV. Ce n'est même pas ça. Soit trouver son emploi,
soit en créer. Je dis, c'est un challenge qu'on peut réussir. Je l'ai fait. 8 étudiants, 100% de réussite. Ça veut dire qu'on peut amplifier cela et dupliquer. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de subdivisions dans un CV. Il faut partir des compétences pour tomber sur les expériences professionnelles. Et aussi la manière de les présenter. Il y a des structures. Il y a plein de modèles, mais il y a surtout une structure. C'est-à-dire qu'on peut faire un CV dans Word simple qui est explicite et limpide comme de l'eau. Alors, dans les éléments que comporte un CV, ce que nous avons remarqué est que beaucoup, quand ils lisent l'offre, par exemple, peut-être ils n'ont pas la compétence qu'il faut, mais ils trouvent des éléments, ils inventent, juste pour gonfler le CV. Il faut que j'ai un CV de 3 pages pour montrer que j'ai de la compétence qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est le nombre de pages, la quantité d'expérience, le nombre de trucs là qu'on aligne? Est-ce que c'est ça qui fait un bon CV? Dans mon travail, j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont en quête d'emploi. Donc, j'ai eu pas mal de consultants déjà qui sont dans la banque, etc., etc. Je ne peux pas les citer puisque c'est un secret professionnel. Mais c'est pour vous dire que je peux traiter un CV de 9 pages. Ça dépend de ce que le monsieur il a fait. Si c'est un consultant, s'il a déjà fait la banque et plusieurs institutions, c'est normal qu'on puisse expliciter et vanter. Mais non, si vous mettez des choses qui sont fausses dedans, c'est tant mieux. Le bon recruteur a l'œil. Déjà, quand il lit votre CV, il va d'abord trouver. Maintenant, même si vous le bluffez et que vous passez la présélection, il va vous lors de l'interview déjà durant l'interview. Et la dernière fois à mon cours d'anglais, je participe à un cours d'anglais pour renforcer mes capacités, je me suis attiré carrément les reproches d'une amie parce que je lui disais que si je la recevais en entretien, elle pisserait dans sa culotte, et puis elle n'a pas été du tout d'accord. Et c'est pour vous dire en fait que en réalité un entretien d'embauche, vous devez réfléchir par 2 fois avant d'y aller. Vous devez vous apprêter. Vous devez passer par un training comme les Rangers américains. Donc le premier élément quand on veut demander l'emploi, c'est la rédaction d'un bon CV. Et oui. Idéal et puis explicite, très clair, clair et précis, tout ça là, c'est ce qu'on devait avoir. C'est ce qu'on doit avoir. Et il n'y a pas un seul étudiant qui devrait. Et c'est là où j'attaque l'école de front pour dire que ce n'est pas normal qu'un étudiant paye des millions. Peut-être que pour un BTS 300 000 fois 2, si c'est moins cher ça, 600 000, qu'ils finissent et qu'ils ne soient pas capables de rédiger un CV. Je dis que c'est une honte pour l'école. Je le dis et je l'assume. Mais non, vous n'avez pas non plus le droit, en tant qu'étudiant, je dis vous n'avez pas le droit de chercher un emploi. Quand je dis un emploi, c'est un emploi rémunéré. Ouais. D'accord? Sans avoir cultivé de l'expérience. Parce que c'est peine perdue. Vous allez emmerder les gens. C'est comme les gens qui sont secrétaires et quand ils voient n'importe quoi, ils postulent. Mais on ne vous prendra jamais. Et vous êtes en train de ficher votre nom. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, pas à moi, j'ai un système digital, numérique, d'enregistrement des noms de ceux qui postulent. Donc, à force de voir ton CV, je te fiche en fait. Donc, voilà, ce n'est pas profitable aux jeunes d'être en train de... Soyez sûr de ce que vous faites. Faites une bonne préparation. Mettez les atouts à disposition et quand vous voyez l'emploi, vous savez que ça, je peux le faire et vous vous valorisez ainsi. Alors, Hospice, dites-moi, et vous avez parlé tout de suite d'expérience. Oui. Si on ne commence pas par quelque part, comment ces jeunes-là peuvent avoir l'expérience? Ah oui, je comprends. Alors, en fait, c'est juste qu'on ne s'est pas compris. Parce que je parlais d'emploi. Un emploi voudrait dire que vous vendez vos compétences à quelqu'un contre un paiement. C'est-à-dire que ce qu'il vous paye, c'est par rapport à vos compétences. Donc, ça veut dire que c'est à l'entretien que vous négociez le salaire en fonction de ce que vous valez. Vous pouvez même vous retrouver sur une offre où on dit c'est 100 000 francs. Mais quand le recruteur vous voit, et moi, ça m'arrive de le faire tout le temps, lorsque vous arrivez, je dis, on va sortir des classiques. Je vous fais asseoir correctement. Si j'ai des canettes, je les sors, je dis, buvez. Je vous dis, je vous paye combien? Voici le résultat que je veux. Parce que j'ai déjà identifié que lui, il est différent. Et même si je l'ai pris, je sais que lui, je vais lui faire un autre traitement. Parce qu'on recherche tout employé. Ce n'est pas pour lui imposer un salaire. Mais c'est pour qu'il soit capable de travailler pour un résultat. Et donc, si nous faisons la réflexion par rapport au résultat, alors c'est le résultat et le travail que vous allez faire pour le résultat qui définit le salaire. Donc, ça, c'est une très bonne chose déjà. Alors, à part le CV, il y a aussi la lettre de motivation qu'on écrit. Si vous permettez, je crois que j'ai effleuré sa question, je n'ai pas terminé. Pour un étudiant qui a fini l'école, comme je dis, si lui-même il sait que l'école ne vaut que pour 25%, et ça c'est la réalité que je veux d'abord leur apporter, mais il sait qu'il faut qu'il aille travailler. Bon, je ne sais pas, parce que ce que je vais dire va être déjà des tactiques et des stratégies pour aller vers l'emploi. Je ne sais pas si je peux déjà commencer. Vous pouvez commencer. Voilà. Parce que en fait, lorsque vous finissez, imaginons que vous avez fini la comptabilité au campus.
vous n'êtes même pas capable de gérer la comptabilité. Demandez à toutes les personnes dans ce pays qui ont fait comptabilité au campus ou bien dans une école, licence ou master. Théoriquement, ils sortent. Demandez-leur s'ils ont été capables de travailler dans une entreprise directement. Non. Vous allez d'abord passer par un cabinet. Peut-être cabinet, non, oui. Même pas boutique, parce que vous n'allez aussi rien faire là-bas. Vous allez être trompé. Passez d'abord par un cabinet qui est spécialisé dans les questions de comptabilité. Voilà. Et eux, ils ont déjà les outils qu'ils vont vous donner. Ces outils, l'école n'a pas eu le temps de vous les donner. Exactement. Mais seulement que l'école ne vous le dit pas. C'est aux jeunes de comprendre. Parce que je ne peux pas faire une publicité contre moi-même. Donc l'école ne vous le dira pas. Mais c'est aux jeunes d'aller chercher. Donc vous trouvez un cabinet. Il y a plein de cabinets de comptabilité. Allez payer. Je sais qu'il y a des formations qui coûtent 50, 100 000 francs. Tant mieux. Si vous avez fait une formation de 2 500 000, qu'est-ce qui vous empêcherait de payer 50 000 pour se former? Pour avoir les outils pratiques. Voilà. Et c'est ces outils pratiques-là que vous allez prendre et aller mettre à la disposition de l'employeur qui vous donnera l'emploi de votre vie. Et si cette condition de formation est assouvie, vous allez avoir un emploi directement. C'est pourquoi les étudiants qui passent chez nous, BTS, licence et master dans le commerce, après soit 3 mois de stage ou bien 12 mois de formation, ils ont un emploi garanti. Pourquoi? Et même, je vais vous défier. J'ai un étudiant qui est dans cette salle, qui a commencé avec nous pour un stage. Il a une licence. Il a commencé 3 semaines, il y avait une offre d'emploi, je l'ai inséré directement. C'est vrai que ce n'est que 40 000 francs de salaire, mais c'est déjà un très bon début parce que c'est son premier emploi justement. Et il a eu parce qu'il avait commencé une formation pratique. Et on lui a demandé, est-ce que tu sais te vendre ici, ici, ici? Il dit oui, parce que c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et à l'école, il travaille déjà sur des projets de nos clients, justement sur ça. Donc il a l'expertise, il a les outils. Mieux, il a son directeur, son mentor, qui est son coach permanent. C'est pourquoi il est de l'intérêt de tout jeune, après la sortie du campus, d'aller au moins connaître des professionnels dans son domaine d'activité. C'est eux qui lui serviront de donneront des éléments de tremplin et de levier pour aller. Je connais des étudiants qui ont fini leur parcours professionnel dans un domaine logistique, secrétariat, comptabilité, communication ou GRH, qui ne sont pas capables de vous donner le nom d'un seul professionnel qu'ils connaissent en vrai. Dans ce domaine d'activité, c'est une aberration. Voilà, c'est une aberration. Alors, je viens de parler des lettres de motivation, qui est un élément aussi important dans la recherche de l'emploi. Quelles sont les techniques pour rédiger une bonne lettre de motivation qui va accrocher le recruteur et pour vous sélectionner? Si nous disons que... retenir. Merci beaucoup, Solange. Si nous disons que le CV doit s'adapter à l'offre d'emploi, sachez que la lettre de motivation est 2 fois plus exigeante. Elle est unique en son genre. Et dans la lettre de motivation vient appuyer et défendre le CV. Donc cela veut dire que la lettre de motivation est devant le CV en matière de puissance. Ça veut dire qu'il faut l'écrire avec une certaine intelligence pour pénétrer le cœur de l'employeur. Et beaucoup de consultants et même d'employés donc de haut niveau nous font confiance. Donc il s'agit là-bas de tchatcher. De tchatcher parce que je suis commercial. Il n'y a pas mieux que moi pour vanter quelqu'un. Et donc, quand je prends par exemple une lettre de motivation, la première des choses, je dis, oubliez la lettre de motivation. Amenez-moi l'offre d'emploi. Voilà. Vous allez lire et voir les missions du demandeur, d'accord? Ou bien de l'offre de l'emploi. Vous allez voir les exigences du poste, le descriptif. C'est tout cela que vous allez mélanger correctement dans un français savant en comparaison avec ce que vous-même vous avez déjà fait et vous servez cette belle pâte. Quand le recruteur donc le lit... Donc vous prenez juste l'élément que le recruteur publie pour son offre et vous concoctez votre plat que vous le servez. C'est-à-dire mange son propre exactement. C'est-à-dire que vous devez bien préparer. Exactement. En comparaison, parce que si vous plaquez, il saura que vous avez plaqué. Maintenant, comme je dis, vous allez utiliser ces mots, ces détails par rapport à ce que vous avez fait. Et donc, c'est ça qui vous permettra donc de sortir des éléments. Et quand il lit, il dit, ouais, j'ai demandé ça, il a ça, ouais. C'est vrai qu'il y a une façon de l'écrire. Bon, c'est pas l'occasion de parce que c'est assez complexe. Hein. Parlons de façon. Nous avons toujours une phrase standard qui passe, j'ai l'honneur, je viens très respectueusement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut encore rédiger une lettre en mettant encore, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de machin. Est-ce que ça importe encore aujourd'hui? Ça n'intéresse aucun vrai recruteur. Normalement. Parce que l'école coloniale, on l'a dépassé. À l'époque, on devait juste envoyer des personnes certainement dans l'administration du colon. C'est fini. Aujourd'hui, on est dans une approche résultat. J'espère que ceux qui sont à la quête de l'emploi sont à l'écoute. Je l'espère aussi pour qu'ils notent sur tout ça. C'est très important. Alors, répétez cela, monsieur Hospice. Alors, je disais tantôt que
on a terminé avec les stratégies de recherche d'emploi liées, d'accord, à l'emploi du colon. Quand le colon est venu, il a voulu des personnes pour satisfaire l'administration, d'accord. Et il avait voulu que les choses se fassent d'une certaine façon. J'ai l'honneur de... On supplie, on enjoue. Non. Aujourd'hui, on est dans une approche résultat parce qu'il y a beaucoup de privés. Et même l'administration publique ne peut pas absorber tout le monde. Et là, il faut se battre. Et pour se battre, il faut partir sur les compétences. Avant, il fallait juste avoir une formation. Avec un titre, vous aviez un emploi. Aujourd'hui, non. Il y a tellement de personnes qui ont les diplômes que vous devez vous démarquer. Donc vous démarquer suppose que, chers messieurs étudiants, vous devez démontrer vos compétences. Donc vous pouvez commencer une lettre de motivation pour dire que j'ai déjà apporté, si vous êtes commercial, 500 millions de francs CFA à la dernière entreprise que je suis en train de quitter. Vous pouvez démarrer votre lettre de motivation comme ça. Donner des résultats. Ah oui, vous pouvez démarrer votre lettre de motivation. Bien sûr, ça mentir. Bien sûr. Enfin, si vous tombez sur moi que vous avez menti, c'est sûr que vous allez demander que je vous libère avant la fin de l'entretien parce que vous n'allez pas pouvoir supporter. Non. Vous pouvez commencer. Comme je dis, on est dans un jeu de séduction. On est dans un jeu marketing. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je prends un entrepreneur dans un accompagnement, je dis la première chose, faites-toi former en vente. Vous savez, la vente, dans le couple, là, vous devez vendre. Parce que vous vendez une idée à votre époux, il vous vend une idée. On se convainc. J'ai préparé, tu n'aimes pas, mais je vais t'amener à le manger quand même. Tu m'as demandé l'argent, je ne l'ai pas. Je négocie. Ton enfant, ton petit ami, tu vas acheter quelque chose, tu parles avec des amis. En fait, on est toujours dans le jeu de la vente. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez être de bons négociateurs. Et de la même manière, vous devez être de bons négociateurs dans la vie. Vous devez aussi être un bon négociateur d'emploi dans votre CV et dans votre lettre de motivation. C'est pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas simplement... Écoutez, vous allez rencontrer une secrétaire, excusez-moi les secrétaires, je ne vous en veux pas, d'accord, qui peut-être écrit avec des fautes ou n'est pas capable d'écrire un courrier. Et c'est là que l'étudiant qui a fini l'école va amener son CV pour dire écrivez-moi. Bon, qu'est-ce qu'il attend? Alors, beaucoup de questions. Alors, on en a tellement ici, mais nous sommes vraiment pris par le temps. Je pense que Monsieur Hospice sera dispo pour qu'on développe davantage ce sujet. Il y a encore beaucoup de questions par ici. J'espère que nos auditeurs aussi sont restés sur leur soif. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais Monsieur Hospice, votre dernier mot, je pense que vous avez rassuré que samedi prochain, on va se retrouver pour continuer ce débat-là. Absolument, c'est un plaisir, Solange, de partager ce plateau. Alors, ce que je vais dire déjà, c'est que aujourd'hui... sur les 100% de personnes que nous sommes dans le monde, seulement 10% de personnes, c'est-à-dire que sont favorables au changement. C'est-à-dire, quand vous faites une enquête, ils vont vous dire que oui, ils sont favorables. Et en vrai, c'est seulement 2% de personnes qui sont réellement des gens qui sont acteurs du changement. C'est vous dire combien de mauvais conseillers vous pouvez rencontrer. Ça veut dire que vous avez 98% de chances de tomber sur un mauvais conseiller en vous renseignant que de tomber sur le bon. J'invite tous les jeunes à aller chercher les bons conseillers. Et la vérité n'est jamais au grand jour. Vraiment, la vérité n'est jamais au grand jour. Voici les derniers mots de notre invité de ce soir. Je pense qu'on va se retrouver le samedi prochain. Je rappelle que nous étions donc avec Monsieur Hospice Kama. Il est consultant en développement commercial, également directeur de l'école pratique des commerciaux. Il est le responsable de Zircom Supply. Alors, il sera encore avec nous le samedi prochain pour continuer sur ce thème. Merci à Alité qui nous a accompagnés techniquement. Merci à Amjoy. Je suis Solange Yatepeko. On se retrouve samedi prochain. Bye bye.